Ce fleuve doit sûrement trouver sa source dans le jardin d'Éden. En prononçant ces mots, en 1498, à son arrivée devant l'embouchure de l'Orénoque, Christophe Colomb est loin d'imaginer que ce grand fleuve, le troisième du monde par le débit, traverse une région où va naître l'un des plus incroyables mythes de tous les temps, l'Eldorado. Pourtant, la véritable richesse de ce vaste territoire de 2 millions de kilomètres carrés, délimité au nord par l'Orénoque et au sud par l'Amazone, ce n'est pas l'or, mais la nature et les peuples amérindiens. À partir justement des différentes colonisations qui ont eu lieu sur tout le littoral, les groupes amérindiens ont été donc repoussés. Il y a plusieurs familles, mais il y a surtout une population amérindienne qui est originaire d'un seul espace en fait, qui est amazonien. Et vous avez donc plusieurs groupes qui vivent. Il y a par exemple une fédération des Amérindiens de Guyane. Et moi je pense que sur la question, on peut parler d'un seul grand groupe amérindien. Nous allons découvrir une partie de cet espace amérindien au cours de ce voyage à bord du Levant. Depuis Cayenne, en Guyane française, nous longerons le littoral marécageux qui borde le plateau des Guyanes jusqu'à Paramaribo, capitale du Suriname, l'ancienne Guyane hollandaise. Nous pénétrerons ensuite le delta, puis le cours de l'Orénoque au Venezuela, avant d'achever notre périple en Guadeloupe. Nous suivrons ainsi la route de la longue migration des Amérindiens d'Amazonie jusqu'en Guyane et aux Caraïbes. La route du manioc. Dès 1494, après le premier voyage de Colomb, Espagnols et Portugais se partagent le Nouveau Monde. La ligne de démarcation entre les deux empires traverse une vaste région allant du delta de l'Orénoque à l'embouchure de l'Amazone. Mais préférant la richesse des Antilles, du Mexique et du Pérou, les Espagnols abandonnent aux Anglais, aux Hollandais et aux Français ces 3000 km de côtes marécageuses. Les Français s'implantent à Cayenne, sur un site appartenant au chef indien Seperou, dont le nom reste attaché au fort dominant la ville. Durant le XVIIIe siècle, le développement de la Guyane reste chaotique comparé à celui des colonies hollandaises et surtout anglaises. En 1788, elle ne compte guère plus d'1 millier de blancs et 10 000 esclaves, majoritairement africains. Mais l'abolition de l'esclavage en 1848, puis l'établissement du pénitencier, transforment profondément la colonie. Sans tourner le dos à ses racines amérindiennes, ouvertes aux influences venues du monde entier, Cayenne offre aujourd'hui le visage d'une société façonnée par les créoles. Nous sommes à la place des Palmistes. Cette place était anciennement appelée place de la Savane. Elle a été aménagée par le gouverneur Loubert en 1822. Donc cette place est symbolique parce que c'est la place où les Guyanais se retrouvent pour faire la fête, pour accueillir aussi les groupes pendant la période très chère aux Guyanais, la période du carnaval. En face de moi, vous avez une maison créole très belle, avec une architecture exceptionnelle. Et en bas, on retrouve toujours le célèbre bar des Palmistes. Et donc, s'asseyaient tous les nantis de la ville, tous les gens qui voulaient voir passer les demoiselles ou les manifestations. Empruntant la rue Christophe Colomb, que bordent nouvelles et anciennes maisons de style créole, nous prenons la direction du marché. Quand Joséphine Malacarné vient au marché, c'est avant tout pour se promener et rencontrer des amis. Vous paraît plus à Guingraine. Et tout ça au Cavanda, à barrage Cayenne même. Qu'est-ce que vous aimez le plus en venant au marché? Discuter avec les gens. Quand on tombe sur des gentils. Alors madame, vous êtes avocat? Avocat, igname, banane ou bien mangue, maracuja, citron vert ou ramboutan. La diversité des fruits ou des légumes qui colorent les étals du marché nous renvoie à la colonisation européenne, à l'Afrique des esclaves comme aux récentes migrations asiatiques. En un mot, à cette mosaïque ethnique qui représente la société guyanaise d'aujourd'hui.
Une société qui ne doit cependant pas oublier son héritage amérindien. On a trouvé ce que consomment beaucoup les Indiens. Donc les palmiers, la wara et tout ça, les parépous, le comou, c'était déjà sur place. Et le manioc? Le manioc aussi. Donc tout ça, on a trouvé justement. Ce sont des trucs que la nature nous a donnés. Avec quelques amis, Joséphine a créé une association, la gastronomie guyanaise. Comment ça va? À base de cochon roussi, de gibier ou de marinade de poulet boucané, elle confectionne avec gourmandise autant de recettes traditionnelles associant les saveurs de l'Amérique et de l'Afrique. À Cayenne, nous sommes sous l'équateur. La nuit tombe vite. Place des Palmistes, quelques promeneurs tentent d'échapper à la moiteur ambiante, tandis qu'au loin résonne la cadence des tambours. Ce préau d'école, Cornelia dirige la répétition de son groupe, Balourou. Malgré le plaisir et l'insouciance qui se lit sur le visage de ces adolescents, ils savent tous que ces danses nées pour la plupart à l'époque de l'esclavage sont peut-être, avec la couleur de leur peau, le lien le plus fort qui les relie à leurs racines africaines. Parce que on n'a rien compris. Je viens de te dire de ne pas te lever aussi vite. Et tu vas trop vite. J'allais tomber. Il faut avoir l'équilibre. Alors, on essaie pour voir sans musique pour toi. Allez. Sur. Allez. Baissez. Voilà. Et tu remontes. Là, tu restes là. Ne descends pas plus bas. Voilà. Et alors, à la nation. Tous nos danses sont des héritages de danses françaises, de danses anglophones, etc. Donc la Basio est inspirée de danses africaines. Parce que vous savez, pendant la colonie, nous avons eu des Africains, des Saint-Luciens, des Martiniquais, enfin pour tout le monde. Et chacun a ramené sa tradition. Et finalement, c'est rentré dans notre tradition à nous, donc ça nous a enrichis. Vous avez vu que moi j'avais une robe fleurie sur moi, ça s'appelle la petite gaule fleurie. Et les filles, elles ont dansé en tenue d'abati. C'est la tenue de travail. Donc cette robe s'appelle la gaule bleue. Pour les labasio, il faut le tambour coupé, le tambour foulé, le tibois. Voilà. Donc le tambour coupé, c'est celui qui donne la cadence. Le tambour foulé qui l'accompagne et le tibois qui soutient l'ensemble pour les danseurs, les batteurs et tout le monde. Mais sinon, tels que le lirol, le gragé, le kaseko, le kamougué, toute cette danse-là, c'est de chez nous. Avec peut-être, je suppose, avec des influences quand même qui sont venues d'ailleurs, mais qui sont bien de chez nous, car ces danses est dansée qu'en Guyane.
Nous quittons Cayenne pour retrouver le Levant, ancré à quelques distances du rivage. Changement de décor et d'ambiance pour la rituelle soirée d'accueil qui précède le départ de la croisière. Durant la nuit, nous mettons le cap au nord en direction de Paramaribo. Longeant la côte, nous approchons du Suriname, l'ancienne Guyane hollandaise. Peu à peu, l'océan prend la couleur de la terre. Tout le long du littoral, des centaines de rivières accompagnant la puissance de l'Amazone et de l'Orénoque charrient un flot ininterrompu de boue. Le pays des 1000 eaux. C'est ainsi que les peuples amérindiens vivant en harmonie avec les fleuves appelaient cette région. Lentement, sur une vingtaine de kilomètres, nous remontons l'estuaire du fleuve Suriname qui mène à Paramaribo, la capitale du pays. Construite sur les rives du fleuve Suriname, Paramaribo abrite environ 200 000 habitants, 5 fois plus que Cayenne. Malgré l'ouverture récente d'un pont, une partie importante de la population continue à utiliser pour se rendre au travail ou pour venir au marché la flottille d'embarcations hétéroclites qui relie les deux rives du fleuve. La population de Paramaribo est extrêmement mélangée. Aux Amérindiens, aux descendants d'esclaves africains et aux créoles, qui nous ramènent aux premiers temps de la colonisation, sont venus se mêler des Asiatiques, notamment des Javanais et des Chinois venus d'autres parties de l'empire colonial hollandais. Le pays n'attire au début que des aventuriers en quête d'Eldorado et quelques colons qui achètent du bois et du tabac aux Indiens. Longtemps terre de conflits meurtriers avec les Anglais, le Suriname est finalement administré à la fin du XVIIe siècle par la Compagnie hollandaise des Indes occidentales. Dès lors, le pays, aux mains de riches familles de planteurs, connaît la prospérité, grâce à la canne à sucre et au travail des esclaves. Dès le XVIIe siècle, autant par œcuménisme que par réalisme économique, les Hollandais font du Suriname une terre d'accueil et de tolérance. Au fil des siècles et du développement de la colonie, Paramaribo voit s'élever ainsi des églises catholiques, des mosquées et des synagogues. La première synagogue, construite en 1665, accueillait les fidèles venus de Hollande, d'Italie ou du Brésil.
Cohen Nassi, juif portugais arrivé de Cayenne à cette époque, écrit à propos du Suriname « Il n'y a peut-être dans aucun lieu du monde un endroit où la tolérance religieuse est plus détendue. Chacun y prie Dieu à sa manière, et chacun y fait ce qui lui semble le plus efficace pour le salut de son âme. » Jamais Cohen Nassi n'aurait pu imaginer que 2 siècles plus tard, en 1863, afin de compenser la pénurie de main-d'œuvre liée à l'abolition de l'esclavage, le Suriname accueillerait des dizaines de milliers d'Hindoustanis musulmans venus de Java et de la péninsule indienne. Créoles, Amérindiens, Bouches négro, descendants des Noirs marrons ayant fui l'esclavage, Chinois, Hindoustani. Pour chacun d'eux, la langue officielle, c'est le néerlandais, mais cette langue du savoir n'est pas accessible à tous. Alors quand ils n'utilisent pas la langue de leur ethnie, comme le chinois ou l'hindoustani, ils parlent le taki-taki, un langage coloré, pittoresque, simple, où se mêlent le néerlandais, l'anglais, l'espagnol et le français. Mais au sein de cette mosaïque ethnique, l'harmonie n'est pas toujours de règle et chaque communauté vit le plus souvent repliée sur elle-même, enfermée dans son système. En plus des fruits, des légumes et des épices, et de tous les produits que l'on trouve habituellement sur les étals des marchés, à Paramaribo, on peut acheter des oiseaux. Mais pas n'importe quels oiseaux. Venus d'Asie avec les Chinois, les Hindoustanis et les Javanais, la passion des oiseaux de concours est en train de gagner les autres groupes ethniques de la ville. En fait, c'est un loisir, un sport dont raffolent les Surinamiens, un sport vraiment très populaire. Alors celui-ci, c'est un picolette et celui-là, un toitois. Ce sont des oiseaux tropicaux qui viennent de nos forêts ou bien de la région amazonienne. Ils sont capturés par les habitants de ces régions, des Indiens ou bien encore les créoles de la forêt. Les gens intéressés par ces oiseaux de concours, ce sont plutôt les Chinois, les Hindoustanis, les Javanais, et puis aussi quelques créoles, mais surtout les Chinois et les Hindoustanis. À la tombée du jour, nous regagnons le Levant. Durant la nuit, nous prenons la direction du Venezuela et du delta de l'Orénoque. Okay, right now we are on the number 6. What time you in the Dican? Ben là, on gouverne sur but automatique. Le but, c'est de rester dans le chenal qui est très étroit. Pour ça, on a la vue, puisque le principal, c'est quand même de savoir regarder bien devant. On a les instruments dont le radar qui nous donne la position des bouées sur le chenal. Donc là, on continue à suivre le chenal. Et on va le faire donc pendant 2 heures avant de prendre le pilote de rivière qui va nous piloter tout au long de l'Orénoque.
On est routé par une station de pilotage, un contrôleur de trafic, et c'est du sens unique, donc on ne peut pas avoir de bateau, il n'y a pas de place pour passer, pour se croiser. On est bateau à passagers, alors on a la priorité pour l'instant. Au petit jour, nous sommes à l'ancre au milieu du fleuve immense. Embarquant à bord des Zodiacs, nous entamons alors la navigation tant attendue au cœur même du delta de l'Orénoque. Ce delta gigantesque, le second du continent américain, s'étend sur plus de 30 000 km². Après une courte navigation, nous quittons le cours principal du fleuve pour pénétrer à l'intérieur d'un bras plus étroit. Nous coupons le moteur à essence. Grâce au silence du moteur électrique, nous avançons doucement, guidés par le seul chant de la forêt. Près de 20 000 Indiens Warao, dont le nom en langue indienne signifie « le maître de la pirogue », vivent au milieu de ce labyrinthe aquatique. Aquel calle continúa y vuelve al río, ¿cierto? El grande. Hay un canal que llega al lado de la ciudad. Sí, llega allá. ¿Ese de aquí? Les Indiens qui vivent ici font partie de l'ethnie des Waraos. Ce sont probablement les descendants des premiers habitants de la région. De récentes recherches effectuées en Amazonie ont démontré que des populations vivaient ici il y a environ 11 ou 12 000 ans. La datation au carbone 14 a montré qu'à la même époque, il y avait déjà des populations vivant en Amazonie, et que ce sont probablement ces mêmes peuples qui ont colonisé les îles Caraïbes. Les gens ici vivent au jour le jour. Ils pratiquent la pêche, mais comme ils n'ont aucun moyen de conserver le poisson, ils doivent pêcher presque chaque jour. Ils cultivent aussi, notamment du manioc. Pour cela, ils doivent placer les champs au-dessus du niveau de la rivière afin de préserver les cultures des inondations. C'est en Haute-Amazonie, dans la zone comprise entre le Brésil et le Pérou, que se situe la région de culture originelle du manioc. Quand les Espagnols et les Portugais arrivèrent ici, ils découvrirent le manioc. Et ce sont eux qui l'introduisirent en Afrique et en Asie, où on le cultive encore aujourd'hui. Dans cette partie du delta, les Warao sont encore nomades. Aussi, quand les ressources de l'endroit s'épuisent, ou lorsque la maison, faite de troncs de palmiers et recouverte de palmes, se détériore, ils déménagent à bord de leur pirogue vers un autre bras du fleuve. Le dernier Zodiac remonté à bord, nous levons l'ancre et reprenons notre navigation plus avant dans le delta. Le commandant Lemaire, Jacques, le directeur de croisière, et Ignacio, le chef d'expédition, se concertent en vue de la prochaine sortie entièrement consacrée cette fois à l'observation de la nature. Aussitôt à l'ancre,
le navire est entouré de pirogues. Ces femmes au regard impénétrable, pagayant sans cesse pour résister à la force du courant, resteront là de longs moments sans dire un mot, sans esquisser un geste. Fascination ou simple curiosité? Pendant ce temps, les marins aident les guides naturalistes à équiper les Zodiacs en vue de la prochaine sortie. Cet écosystème unique au monde, domaine de la mangrove et de la forêt tropicale, abrite une incroyable variété d'essences. Palmiers, palétuviers, orchidées, plantes aquatiques. Impossible de les recenser, ou mieux encore de les identifier, sans le secours d'un botaniste passionné. Donc la fleur rouge que vous voyez à droite du bateau, là, ça s'appelle la brosse à dents des singes. C'est une fleur assez particulière de la famille des Combretacées. C'est une fleur qui se développe en goupillon et qui émet une odeur très sucrée qui attire les colibris. Donc elle est pollinisée par les colibris, ce qu'on appelle les oiseaux-mouches. Elle n'a rien à voir avec les singes, c'est un joli nom qu'on lui a donné, mais les singes ne l'utilisent pas du tout, mais elle porte le nom de brosse à dents des singes, famille des Combretacées. Donc cet arbre, c'est ce qu'on appelle un cécropia. Les feuilles sont la nourriture favorite des paresseux. Il y a des tas comme ça de produits qu'on découvre encore actuellement dans la pharmacopée. Et les Indiens les connaissent depuis très longtemps. Les Indiens se faisaient des plaies, donc des entailles dans la peau, des choses où il y avait effusion de sang. Et il y a des vertus d'espèces de la famille des cécropias qui sont cicatrisantes. Donc avec les feuilles, ils se faisaient des sortes de cataplasmes. Donc c'est une des richesses de la forêt du bassin amazonien et du bassin de l'Orénoque, c'est qu'il y a des tas de produits chimiques qui peuvent à terme être utiles dans notre industrie pharmaceutique. Non loin de là, dans un autre bras du fleuve, Natacha, elle aussi guide naturaliste, se consacre à l'observation des oiseaux. C'est ça qu'on voit là? De nombreuses espèces de perroquets royales à la robe verte vivent dans cette partie de l'Orénoque. Colibris, hérons, toucans, haras, martins-pêcheurs sont nombreux à trouver refuge dans la forêt qui borde le fleuve. Pourtant, l'oiseau que l'on vient d'apercevoir ne se montre pas souvent. C'est le wadzin. Ce sont des oiseaux très très rares en fait, les wadzin. Ouais. Donc ce sont des oiseaux assez spéciaux. Ils sont très anciens dans l'évolution puisque les petits ont encore des griffes au bout des ailes. Ce sont des oiseaux à l'alimentation végétarienne, ils ne mangent que des feuilles. Et justement, ils ont un peu comme les ruminants, les protozoaires à l'intérieur de leur tube digestif pour aider à digérer justement la cellulose et la lignine, qui sont les composés les plus difficiles à digérer. Ils sont souvent cachés derrière les feuillages et bien plus profondément dans la forêt. À l'initiative d'Ignacio, le chef d'expédition, nous repartons pour une sortie nocturne. Sans aucun autre repère visuel que le ray de la lampe qui balaie les rives du fleuve, le mystère est encore plus intense. Le chant de la forêt n'est plus le même et révèle une autre vie. Avec la lampe, c'est très facile de voir les yeux des caïmans. On peut voir aussi les yeux des serpents. C'est justement un serpent qu'Ignacio vient de repérer. Un boa d'environ 1,50 m. Vous voyez un petit peu le camouflage
que les serpents offrent. Ils se camouflent. Ce sont comme des branches en fait. Et seulement la nuit, grâce à la réflexion de la lumière dans leurs yeux, on peut les observer. C'est une autre vie. C'est plus calme, c'est plus calme. C'est une autre ambiance. Et à titre personnel, qu'est-ce que vous préférez? J'aime toutes les sorties, aussi bien le jour que la nuit. Durant la nuit, nous quittons le delta pour remonter l'Orénoque 200 km en amont jusqu'à Ciudad Guyana. Située au confluent de l'Orénoque et du fleuve Caroni, Ciudad Guyana, 500 000 habitants, est le centre nerveux de la région. Elle exporte par cargos entiers le minerai de bauxite et de fer dont regorge l'État de Bolivar, qui s'étend des rives sud de l'Orénoque jusqu'à la frontière brésilienne. Mais cette région recèle d'autres trésors. Située à 300 km au sud de Ciudad Guyana, inaccessible par la route, nous nous rendons en direction du parc national de Canaima. Nous survolons l'un des plus vieux paysages de la Terre, d'où émergent d'immenses citadelles de pierre, les tépuis. De ses parois verticales et abruptes s'écoule le célèbre Salto Ángel, 979 mètres, la plus haute chute d'eau du monde. Traversée par le Caroni, dominée par les tépuis, véritable totem dédié à la nature, cette région de savane est celle des Indiens Pemon. Une petite communauté d'Indiens Arecuna, l'une des branches du peuple Pemon, vit au bord du fleuve. Maison aux toits de palmes ronds et aux murs de torchis, c'est l'habitat traditionnel des Arecuna. Ils vivent de la pêche et aussi de la culture, notamment celle du manioc qu'ils travaillent en reproduisant des gestes vieux de 1000 ans. Épluché, râpé, le manioc est ensuite placé à l'intérieur de la couleuvre. Ce long cylindre de vannerie sert à presser la pulpe du manioc afin d'en extraire le jus nocif. Transformé en farine, le manioc sera cuit sur une platine sous forme de galette, la cassave, le pain des Amérindiens. La famille est placée sous l'autorité d'un ancien. C'est lui qui assure la relation avec le monde extérieur
qui maintient le fil de la tradition et l'usage de la langue pémone. Il connaît aussi les légendes, comme celle racontée dans cette chanson, du dieu soleil dont les larmes de chagrin donnèrent naissance aux chutes de Canaima. Ces chutes d'eau qui se déversent dans la lagune sur fond de tépuis se découpant dans le ciel sont d'une impressionnante beauté. Nous sommes dans une lagune. En fait, ce n'est pas vraiment une lagune parce que l'eau s'écoule en permanence. Ici, à droite, nous apercevons la première chute. Son nom est Ucaima. Ucaima, dans le dialecte indien, ça veut dire celle qui aspire, qui attire. La seconde au centre, là, juste en face de nous, c'est la chute d'eau de l'hirondelle, Kerchipaleru, en langue indienne. La troisième, plus loin là-bas, s'appelle Guadaima. En indien, Guadaima, c'est une sirène. Enfin, la dernière, qui est double en fait, c'est la chute d'eau de la Hache. De retour à bord du Levant, nous reprenons notre route en direction de la mer cette fois. La prochaine escale sera la dernière de notre périple sur le Rhénane. Nous arrivons de nouveau en pays Warao. Ici, au village d'El Toro, contrairement aux populations nomades rencontrées à l'aller, les Indiens sont sédentarisés. On ne lit plus sur le visage de ces jeunes qui nous accueillent la timidité que trahissait le regard des femmes croisées plus en amont sur le fleuve. On essaie, en collaboration avec les guides naturalistes, de respecter les gens, notamment pour ne pas interférer dans l'environnement des populations que l'on voit. Notre chef d'expédition, puisqu'on fait un voyage aller, un voyage retour, demande aux responsables des communautés ou aux chefs de village ce dont il a besoin. Et nous nous fournissons donc au Pérou. Alors ça va de la machette, ça va du cahier d'écolier, ça va des médicaments. On préfère nous-mêmes donner pour que justement les passagers ne soient pas suggestionnés et créer des besoins comme on a pu voir un petit peu partout. El Toro s'est engagé dans la voie du progrès.
mais il n'en reçoit encore que les restes et les paradoxes éclatent au grand jour. Le transistor cohabite avec le hamac et la langue espagnole avec le warao. Les baraques en planches bordant l'allée de béton ont remplacé les maisons traditionnelles sur pilotis. Respect des traditions ou quête d'un mieux-être apporté par le modernisme, c'est là tout le problème auquel est confronté quotidiennement l'instituteur. Efectuar. Recuerden que tenemos una suma de este tema. Entonces, hemos dicho que aquí tenemos dos. Esa es una de las cosas más primordiales en el Bajo Delta. L'une des choses importantes dans cette région du delta de l'Orénoque, c'est la difficulté que nous avons pour communiquer avec les warao. En fait, la situation, c'est que la direction de l'éducation exige que dans le cadre scolaire, nous soyons bilingues, c'est-à-dire que nous parlions à la fois le warao et le castillan. Au-delà des bases de l'éducation scolaire basique qu'ils reçoivent, nous devons faire en sorte d'inciter les warao à renouer avec les fondements et les valeurs traditionnelles de leur culture. Cette culture qu'ils ont perdue progressivement. En fait, ils l'ont perdue parce que les warao émigrent aujourd'hui vers les grandes villes. Ici, notre but est donc de les sensibiliser. Les sensibiliser à l'idée que leur vie est ici, à la campagne, parce qu'ils peuvent y mettre à profit les connaissances et le savoir-faire puisés aux sources de leurs valeurs culturelles ancestrales. Ces valeurs culturelles qu'ils ont en fait perdues peu à peu au fil du temps. Nous quittons définitivement cette fois, et avec un certain regret, le delta de l'Orénoque et ses habitants. Le Levant met le cap au nord, direction la mer des Antilles. Au terme d'une longue navigation au travers des petites Antilles, le Levant arrive en vue de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. C'est vers 1500 avant Jésus-Christ qu'une première vague migratoire d'Indiens arawaks partis du delta de l'Orénoque
parvient jusqu'aux Antilles et en Guadeloupe. Une seconde vague, venue cette fois vraisemblablement du Suriname, supplante la première aux environs de 700 après Jésus-Christ. Ce sont les descendants de ces Indiens caraïbes qu'affrontent les Espagnols en arrivant au Nouveau Monde en 1493. Pourchassés, décimés dès les premières années de la colonisation qui commence en 1635, les Indiens caraïbes disparaissent de Guadeloupe. Les traces de leur longue présence sont cependant visibles un peu partout dans l'île, à commencer par le marché de Pointe-à-Pitre. De leur lointaine Amazonie, les Amérindiens ont apporté avec eux quantité de plantes. La liste est longue de ces fruits et légumes que l'on retrouve aujourd'hui encore dans la palette colorée des étalages antillais. L'igname et la patate douce, l'avocat, le cacao, la calebasse qui leur servait de vaisselle, le corosol, la goyave, la papaye, sans oublier naturellement le manioc. On trouve également les piments que les Caraïbes appelaient hati. Sans oublier le roucou dont ils utilisaient la pulpe rouge entourant ses graines pour faire de la teinture. Mais les Caraïbes et les Arawaks n'étaient pas seulement des guerriers, des pêcheurs, des agriculteurs ou d'ingénieux artisans creusant des canaux dans les troncs d'arbres et tressant des hamacs. Ils étaient aussi des artistes, comme en témoignent les nombreuses roches gravées retrouvées en Guadeloupe. Toutes les stations de roches gravées ont été choisies, ils ont un aspect particulièrement magique. C'est lié à l'eau, la rivière, mais pas n'importe quel endroit. C'est l'eau qui prend sa source, l'eau qui rencontre l'océan, c'est un bassin, c'est une cascade. Donc on a vraiment choisi le côté magique du lieu. Je ne dirais pas que c'est la première fois qu'on trouve des personnages anthropomorphes, des représentations de personnages humains. On en avait deux exemples, mais de cette taille, disons de cet aspect spectaculaire, c'est bien la première fois. Tout d'abord, on n'a découvert que ce personnage-là. Et c'est ensuite, en dégageant la végétation qu'il y avait autour, qu'on a découvert un deuxième personnage, plus bas, en position, j'allais dire, presque allongée. En fait, il n'avait pas les attributs masculins, mais plutôt féminins, d'autant plus qu'on a découvert un visage au niveau du pubis. Donc, c'est sans nul doute une femme en position d'accouchement. Bon, c'est une scène que l'on voit assez souvent chez les Amérindiens. Bon, il y a l'exemple de Kourou, où vous avez toute une série de personnages féminins en position d'accouchement. Le Guadeloupéen cherche ses racines caraïbes. Pendant longtemps, c'était les racines africaines. Donc, il y a une prise de conscience que l'origine, les premiers habitants, ce sont les Caraïbes.
Dulu batu